Voilà, c'est bon, Batcheva, tu peux partager ton document, comme tout à Ok, l'heure. alors hop, Donc, prenez bien le temps de bien corriger avec Batcheva. C'est des cours du début en UE3, c'est pas censé être le plus dur et je pense que c'est intéressant de bien maîtriser cette partie-là. Comme ça, vous vous attaquez la suite sereinement. Juste, Batcheva, s'il y a des retardataires, tu les admets. C'est toi qui pourras admettre les étudiants dans le Zoom. OK? oui, je vois, j'ai la notification, il n'y a pas de Allez, souci. super. Allez, bon courage, bonne séance. Merci. Alors bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Super. Bon, s'il y a des problèmes, vous me dites, hein, il n'y a pas de souci. Euh, alors, c'est difficile le 3. Enfin, les débuts, c'est un peu nouveau, il y a un peu de chimie, de physique, c'est vraiment un mélange. Mais vous inquiétez pas, on va voir petit à petit. Si vous avez vraiment pas compris, dites-moi, il y a pas de souci, je suis là pour répondre à vos questions. Alors, déjà, j'espère que le QCM, il n'a pas été trop compliqué pour vous. J'ai vraiment pris des questions un peu style anal. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez pas tout juste, même beaucoup de réponses fausses, parce que ça, c'est le niveau qu'on attend de vous à la fin du premier semestre. Voilà, moi, je vous mets la barre haute pour vous donner un exemple type et pour essayer de comprendre justement bien les questions, savoir à quoi s'attendre. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, si vous avez des réponses fausses, pas de panique, on est là pour apprendre, vraiment. Alors, je vais passer à la première question. Donc, parmi les propositions suivantes concernant les états de la matière, laquelle ou lesquelles sont exactes? Alors, il existe trois niveaux d'organisation de la matière, solide, liquide et gaz. Alors, attention. En fait, ici, on aurait dit solide, liquide et gaz, super, il y a tout ce qu'il faut. Sauf que c'est pas les trois niveaux d'organisation, c'est les trois états de la matière. Alors que les niveaux d'organisation, ben, c'est atomes qui vont s'assembler en molécules et les molécules qui vont former la matière. Donc c'est vraiment attention à ce piège, hein. Il aime bien jouer dessus. Donc état et niveau d'organisation, c'est différent. Les états de la matière sont définis par leur aspect macroscopique et leurs propriétés physiques communes. Ben oui, c'est dans le cours, voilà, on voit bien que les propriétés, elles sont stables dans un environnement physique donné. Les forces d'attraction électrostatiques sont des forces intermoléculaires. Ça, c'est pareil que le cours, il faut bien retenir qu'elles sont intermoléculaires, donc à l'intérieur des molécules. Les forces de répulsion électrostatique sont principalement dues à l'interaction entre les noyaux atomiques des molécules. Alors attention, c'est pas l'interaction. Donc les forces de répulsion électrostatique, elles sont dues à l'interaction du coup électrostatique des noyaux atomiques, oui, mais c'est pas trop l'interaction électrostatique qui va faire cette force de répulsion, c'est surtout la répulsion des nuages électroniques. C'est vraiment la phrase principale. Donc quand on dit sont principalement dues, non. Elles sont dues à l'interaction, mais principalement à la répulsion des nuages électroniques. Donc c'est vraiment subtil. Les liaisons covalentes sont des liaisons fortes, donc vraies. C'est au même titre que toutes les liaisons intramoléculaires. C'est très important à retenir. Les liaisons covalentes, c'est vraiment le niveau le plus fort des liaisons. On peut passer à la question 2. Bon, alors, à propos des états de la matière, laquelle ou lesquelles de ces propositions sont exactes? Donc, je vous ai mis un petit schéma pour vous expliquer après la correction. Alors, il n'existe que trois niveaux d'organisation de la matière. Donc, vrai, c'est comme l'item d'avant, en fait. Donc, les atomes, les molécules, qui sont formés d'atomes, et les différences d'agrégation de la matière.
donc qui vont former la matière, soit en solide, liquide ou en gaz. Le passage d'un état gazeux à un état liquide est appelé une fusion. Attention, donc le passage d'un état gazeux, donc là on a le gaz, à un état liquide, c'est la condensation, ce n'est pas la fusion. La fusion, c'est le solide en liquide, c'est le glaçon qui fond. Donc le gaz en liquide, c'est bien la condensation. Ensuite, les états de la matière sont définis par leur aspect microscopique. Ils présentent des propriétés physiques communes et stables dans un environnement physique donné. Attention, au niveau de quand on dit que les états de la matière sont définis par leur aspect microscopique, c'est pas microscopique, c'est macroscopique. Attention, vraiment, ça c'est vraiment hyper important parce que on lit vite les items et on voit pas micro, macro. Ça vraiment, il faut vraiment faire attention à ça. Toutes les espèces chimiques peuvent être sous 3 états. Donc ça, c'est texto du cours. Un état de la matière est caractérisé par 3 paramètres de classification, la densité, le mouvement et le degré d'ordre externe. Attention, bon là j'ai fait un piège. Au niveau, c'est pas le degré d'ordre externe, mais le degré d'ordre interne. Hein, vraiment, comment ça se passe à l'intérieur. Vraiment, attention à ça. Alors, la 3. Vous me coupez hein, si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas un item, une réponse. Alors, concernant les propositions suivantes, la quantité de gaz dissous dans un liquide dépend de la nature du liquide et du gaz considéré. Donc ça, c'est vraiment texto court. De la surface de contact gaz liquide. De la température. Si la température augmente, la dissolution augmente. Donc, en fait, là, c'est juste la température, effectivement, elle rentre dans... Elle dépend, en fait, elle va faire dépendre la quantité de gaz dissous, sauf que dans la parenthèse, c'est un piège. Quand la température augmente, la dissolution, elle diminue, d'accord? Elle n'augmente pas. Et la pression exercée par le liquide sur le gaz, alors c'est pas le liquide en fait qui va exercer une pression sur le gaz, mais c'est l'inverse, c'est le gaz qui va exercer une pression sur le liquide. Et le temps de contact, ça c'est vrai, la durée pendant laquelle s'exerce la pression. Alors, d'après la théorie cinétique des gaz, le calcul de la vitesse moyenne des molécules fait intervenir. Donc la vitesse moyenne, je vous ai mis les formules. Donc, elle fait intervenir la masse des molécules de gaz. Oui. Donc la masse, on voit c'est le petit m, effectivement. La pression du gaz. Faux. On ne voit pas du tout de pression dans la formule. La température, elle est ici. Donc, elle est bien dans le calcul de la vitesse moyenne. La constante ébuloscopique, alors elle n'est pas du tout présente. C'est pas la constante de Boltzmann, le K. Et le volume du gaz non plus. On n'a pas de volume sur la formule. Donc c'est une formule vraiment à retenir. Qu'est-ce qui rentre dans son calcul? Alors, à propos des états de la matière, laquelle ou lesquelles de ces propositions sont exactes? Les états liquides et solides étant des états condensés, ils sont peu sensibles aux variations de pression. Alors en fait, les états liquides et solides, c'est les états avec le plus de densité. On les appelle les états condensés, alors que pour les gaz, on parle d'états non condensés. Donc on a beaucoup plus, en fait, comme les gaz ils sont non condensés, eh ben, ils vont être sujets à des variations de pression. Contrairement à l'état liquide et solide, qui lui a beaucoup de densité, et du coup il sera beaucoup plus résistant, on va dire. Il sera moins sujet aux variations de pression. Dans la matière, il existe 2 tendances agonistes, la tendance au désordre et à l'extension, et la tendance à la condensation. Alors attention, il faut vraiment retenir
agoniste et antagoniste, c'est différent. Parce que antagoniste, c'est des effets, euh, en fait, antagoniste, c'est vraiment des effets inverses. Euh, la voilà, tendance au désordre et tendance à la condensation, c'est complètement des opposés. Donc, on dit que c'est deux tendances antagonistes, vraiment pas agonistes, où les deux ils se complètent, hein. Attention. Lorsque la température augmente, l'énergie cinétique des molécules augmente aussi. C'est le phénomène d'agitation thermique. Donc ça, franchement, c'est voilà, on fait chauffer de l'eau dans la casserole. C'est exactement ça. Donc, tout est vrai. Dans les gaz et les liquides, l'énergie d'agitation moléculaire est relativement élevée, tandis que dans le solide, elle est relativement faible. Alors attention, pour les liquides comme pour les solides, comme on a un état de condensation important, comme on l'a vu tout à l'heure, les possibilités de déplacement dans la matière, ils sont limitées. Ils sont plus limités que dans les gaz. Donc, en fait, l'énergie d'agitation moléculaire, elle y est plus faible. Donc vraiment, en fait, il faut mettre dans ce même paquet les liquides et les solides. C'est vraiment les états très condensés. Donc on a une énergie d'agitation moléculaire qui est faible, contrairement au gaz. Le gaz, c'est différent, on est moins condensé. C'est un état non condensé. Et, euh, et du coup, euh, il y aura une énergie d'agitation moléculaire qui sera plus élevée. L'énergie d'agitation moléculaire est la somme de trois formes d'énergie cinétique provenant de ses constituants. Mais c'est texte court. Justement, cette énergie cinétique, euh, elle vient de donc l'énergie de la rotation, l'énergie de la translation et l'énergie de la vibration. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ah, merci. Alors, on va passer à la prochaine. Alors, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes? Alors, les variables d'état découlent des fonctions d'état. Alors, on s'embrouille, variables, fonctions d'état, il faut que ça soit bien bien clair. C'est l'inverse. Les fonctions d'état, donc par exemple l'énergie interne, l'entropie, l'enthalpie, etc. C'est ça, c'est ces fonctions d'état qui découlent des variables d'état, de la température, de la pression, du volume. Donc c'est vraiment l'inverse. Les fonctions d'état qui découlent des variables d'état. Euh, voilà, un petit mémo technique, fonction d'état. Moi, je pense à fonction, le F dans l'alphabet, il est avant le V de variable d'état. Donc, fonction d'état qui découle des variables d'état. D'accord? L'énergie interne U d'un système fermé est une variable d'état. Ben justement, l'énergie interne, c'est une fonction d'état. D'accord? C'est ce qu'on a vu juste avant. Parce qu'une variable d'état, c'est la température, la pression et le volume, etc. Le premier principe de thermodynamique montre une équivalence entre travail Q et chaleur W. Attention. Le travail, c'est W, on pense à work, et la chaleur, c'est Q. Bon, alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, j'ai retenu que le W, work, travailler, et le Q, c'est la chaleur. Une transformation spontanée s'accompagne d'une réduction de la qualité de l'énergie échangée. Donc ça, c'est vrai. Donc une transformation spontanée, elle implique toujours une diminution de la qualité de l'énergie. Donc il y a la chaleur en fait qui se libère, on a moins d'énergie. Il y a une dégradation de l'énergie, elle se dégrade en une énergie plus dispersée, chaotique, inutilisable, la chaleur. D'accord? Alors, les variations du système ne dépendent que de l'état initial, quelle que soit la nature de la transformation. Alors, c'est faux, parce que les variations du système, elles dépendent que de l'état initial et de l'état final, quelle que soit la nature de la transformation. Ça ne dépend pas que de l'état initial. Il faut faire attention, il y a l'état final qui est très important ici. Alors, j'ai Safaé qui dit pas trop. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris?
Bon. Bon, écoute, si tu n'as pas compris quelque chose, parce qu'en message, je vois que tu as écrit pas trop, n'hésite pas à me couper et comme ça, je reviens dessus. C'est vrai que c'est des notions, c'est vraiment très subtil, hein, mais c'est ce qui tombe, hein. Alors, attendez, j'en étais où? Ah oui, donc on disait justement que les variations du système, elles dépendent de l'état initial et de l'état final. Alors, l'enthalpie libre molaire d'un gaz réel pur dépend de la pression partielle du gaz, pas du tout. On voit qu'il n'y a pas du tout de pression partielle du gaz qui rentre dedans. La pression totale du gaz, non plus. La fugacité du gaz, effectivement, on a le petit f, très important à retenir. La quantité de matière, pas du tout. Et la température, on la voit. Donc l'enthalpie libre molaire d'un gaz réel pur, c'est ça la formule. Parmi les propositions suivantes concernant le potentiel chimique, laquelle ou lesquelles sont exactes? Une solution idéale est une solution où l'on ne retrouve aucune interaction entre les différentes espèces de la solution. Hyper important à connaître cette définition, parce que ils peuvent demander petites interactions, etc. Non, aucune interaction entre les différentes espèces, hein. Dans le cas d'un mélange idéal de gaz parfait, chaque constituant satisfait l'équation des gaz parfaits, PV égale nRT. Hyper important aussi. Vraiment, mélange idéal de gaz parfait, PV égale nRT. Le potentiel chimique d'un gaz parfait au sein d'un mélange de gaz parfait dépend directement de la pression partielle de ce constituant. Alors, quand on dit dépend directement, alors ce prof, il est vraiment très très vicieux en fait. Parce que quand il va mettre dépend directement, il faut pas que ce soit un item qui apparaisse clairement dans un terme qui apparaisse clairement dans la formule. En fait, quand il est directement, ça veut dire qu'on le voit comme la température, vraiment des données directes dans la formule, quoi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le potentiel chimique, il dépend directement de la fraction molaire du constituant et le potentiel chimique dépend de la pression partielle à travers la fraction molaire. Donc en fait, c'est indirectement. Quand on dit que ça dépend de la pression partielle, c'est indirectement. C'est très subtil, mais il faut, euh, il faut vraiment faire attention à ça parce que c'est dommage d'avoir faux pour ça, quoi. La fraction molaire d'un solide pur vaut 1. Ça, important à connaître. Bon, j'ai justifié x égale 1, donc log de x égale log de 1 égale 0. Donc, potentiel chimique, c'est 1. Donc, potentiel chimique, c'est 0, ST. Donc, vraiment, fraction molaire d'un solide, 1. Le potentiel chimique d'un solide pur à température constante est égal à l'enthalpie libre de référence. Alors, l'enthalpie libre molaire de référence. Et vraiment, l'enthalpie libre molaire de référence, c'est très important à, à préciser parce que c'est pas pareil. Alors, potentiel chimique dans un mélange de gaz parfait, le potentiel chimique d'un constituant dépend de la pression partielle de ce constituant. Donc là, je vous ai mis pareil la formule. Alors, est-ce que le potentiel chimique d'un constituant dépend de la pression partielle de ce constituant? Ben oui, on voit bien la pression partielle, le P. Vrai, la fraction molaire du constituant est proportionnelle à la pression partielle, donc le potentiel chimique d'un constituant dans un mélange de gaz parfait dépend de la pression partielle. De la fraction molaire de ce constituant, ben oui, on voit bien le YB qui est ici. Hop, c'est bien la fraction molaire du constituant. Du volume de ce constituant, on ne voit pas du tout le volume qui est ici.
de la pression de référence de ce constituant, elle est ici, pression de référence, de l'enthalpie libre molaire de référence de ce constituant, elle est là. Alors, j'ai écrit, attention, c'est l'enthalpie libre molaire de référence. Oui, c'est bien l'enthalpie libre molaire de référence. Euh, Parce que des fois, enfin, moi, j'avais du mal à distinguer l'enthalpie libre, molaire, tout simplement, ou de référence. Quand il y a deux références, il y a vraiment le petit zéro là au-dessus, le petit degré. Donc, vraiment, de bien retenir ça. Alors, parmi les propositions suivantes concernant le deuxième principe de thermodynamique, laquelle ou lesquelles sont exactes? Si le système est fermé, il n'y a pas de transfert de matière. Alors, ça, vraiment, je me faisais tout le temps avoir dans ces trucs parce que j'allais vite et je lisais pas le chapeau. Je me disais, bah, elle est vraie la phrase. Donc attention, on parle du deuxième principe thermodynamique. Donc il n'y a pas de transfert de matière, on ne parle pas de système fermé, ouvert, tout ça. La variation d'entropie est inversement proportionnelle à la température du système. C'est vrai, texte court. Au cours d'une transformation spontanée à température constante, la variation d'entropie est forcément positive. Ça, c'est vrai. Lors d'une transformation spontanée réversible, la variation d'entropie du système est inversement proportionnelle à la température. Vrai. Vraiment, attention à ces trucs, proportionnel, inversement proportionnel, parce que franchement, il va pas vous demander la formule telle quelle, mais il va essayer de voir si vous avez compris en fait les relations de proportionnalité entre les formules. Enfin, entre la température, qu'est-ce qui va faire baisser, qu'est-ce qui va augmenter, quels effets antagonistes, etc. À température et pression constante, si la transformation est réversible uniquement, toute variation d'entropie est strictement supérieure à zéro. Cependant, cela est faux si la transformation est irréversible. Alors faux, c'est valable aussi pour une transformation réversible ou irréversible. Donc vraiment, c'est pas que si la transformation elle est réversible, hein. Irréversible, ça marche très bien. Ne vous laissez pas avoir. Est-ce que c'est bon? Oui. Mm. Merci. Alors, euh, parmi les propositions suivantes concernant le potentiel chimique, laquelle ou lesquelles sont exactes? Alors, l'enthalpie est la chaleur échangée par le système qui se transforme à pression constante. Donc ça, c'est vrai. Je vous ai mis la formule. H égale U plus PV. À température et pression constante, la variation de l'énergie de Gibbs est fonction de la variation d'enthalpie, de la température et de la variation d'entropie. Donc c'est vrai, je vous ai remis la formule. D de G à pression et température constante égale le delta de l'enthalpie moins T delta S PT. Donc à pression et température constante. Si la variation d'enthalpie libre est nulle, à température et pression constante, le système est alors à l'équilibre. C'est vrai, texte court. Et si la variation d'enthalpie libre est positive, alors le système est endergonique et la transformation ne peut pas se faire. Alors, attention, ok, elle est endergonique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transformation qui peut se faire. Il y a une transformation, mais elle ne sera pas spontanée. Elle a besoin d'énergie, en fait. Donc, c'est comme pour les enzymes, par exemple. Euh, il y a besoin, par exemple, d'apporter de l'ATP pour que la réaction elle puisse se faire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se faire. Donc, elle n'est pas spontanée. Elle a besoin d'un apport, mais elle peut très bien se faire. Donc, vraiment, spontanée et qui peut se faire, c'est différent.
Toute variation de l'entropie est supérieure ou égale à zéro. C'est vrai. Alors, parmi les propositions suivantes concernant l'absorption des rayonnements électromagnétiques, laquelle ou lesquelles sont exactes? Alors, la longueur d'onde peut s'exprimer en angstroms. Ça, c'est vrai. Attention, seul le mètre est l'unité du système du SI là, international. En spectrométrie optique, on utilise souvent le rayon X et gamma. Alors attention, parce que ces rayonnements ils sont ionisants et donc extrêmement dangereux. Donc on utilise en spectrométrie les rayons visibles, UV et infrarouges. Euh, donc vraiment, attention, ne confondez pas les rayons X, gamma, tout ça, qui sont vraiment pour pour, euh, des radios, tout ça. La spectrométrie, c'est juste des rayons dans le visible, hein. UV, infrarouge, vraiment attention. L'énergie d'un photon est égale à la constante de Planck multipliée par la fréquence multipliée par le nombre d'ondes. Alors faux. L'énergie d'un photon, c'est égal à hv, donc la constante de Planck fois fois la fréquence, mais on n'a pas le nombre d'ondes. Les longueurs d'onde émises correspondent aux longueurs d'onde d'absorption et peuvent parfois varier pour un atome donné. Alors attention, les longueurs d'onde émises, elles sont parfaitement définies pour un atome particulier. Il n'y a pas de variation, hein. Elles sont données et elles sont pas variables. L'état de référence est lorsque l'atome ne peut pas perdre plus d'énergie. Il est dans un état stable. Pour qu'il quitte cet état, il faudra lui fournir de l'énergie par l'absorption de photons. Alors attention, l'état de référence, c'est différent de l'état fondamental. L'état fondamental, c'est vraiment, quand vous avez votre graphique, c'est vraiment l'axe des X, quoi. Donc, c'est vraiment cet état où il ne peut pas perdre plus d'énergie, pas l'état de référence. Alors, spectrométrie optique. Les spectres d'absorption et d'émission rendent compte de l'état énergétique des atomes et des molécules composant la matière. Alors là, je vous ai remis le texto court un peu de ce qu'il disait. Quand on dit que les spectres enregistrés sont importants, en fait, c'est l'intérêt de ces spectres, justement parce qu'ils nous renseignent. En fait, en nous renseignant sur les paramètres physiques de la matière, on va pouvoir euh, analyser l'état énergétique des atomes et des molécules qui interagissent avec les rayonnements électromagnétiques. On va voir la distribution des populations des atomes ou des molécules qu'on étudie à l'intérieur des différents niveaux énergétiques, où est-ce qu'ils vont se placer. La nature des phénomènes impliqués dans le passage ou de la transition électronique d'un niveau énergétique à l'autre. La géométrie des molécules et des liaisons chimiques qui unissent les atomes de ces molécules. Et le type d'interaction des molécules avec leur environnement. Donc vraiment, il y a plein d'intérêts à ces spectres d'absorption et d'émission. Donc quand on dit le deuxième item, des transitions électroniques des atomes et des molécules composant de la matière, c'est vrai. Des liaisons chimiques entre les atomes et les molécules composant la matière, c'est vrai aussi. Des forces de répulsion entre les atomes et les molécules composant la matière, bah non, on ne voit pas les forces de répulsion en fait grâce à ces spectres. De l'environnement des atomes et des molécules composant la matière non plus, ça ne fait pas partie de la liste. Donc on n'a pas de données sur ça. Parmi les propositions suivantes concernant la spectrométrie optique, laquelle ou lesquelles sont exactes? L'énergie a pour unité dans le SI le watt. Attention, c'est le joule. Bien les unités, c'est bien à apprendre, hein. Et ça sert même pour les maths. Donc franchement, si vous les apprenez, vous faites deux en un. Les spectres enregistrés nous renseignent sur l'état énergétique des atomes et des molécules qui interagissent avec le rayonnement électromagnétique. Bah, c'est vrai, c'est à peu près comme l'autre question. Les spectres enregistrés nous renseignent sur le type d'interaction des molécules avec leur environnement. C'est vrai aussi.
Le domaine spectral des infrarouges se situe entre 0,8 et 3 nanomètres. Alors attention, on se dit ah 0,8 et 3, oui c'est ça, sauf que c'est micromètres, d'accord? C'est soit 0,8 et 3 micromètres, ou si on veut garder le nanomètre, alors c'est 800 et 3000, hein. Vraiment, les unités, faites gaffe. Vraiment, faites gaffe parce que on peut perdre des points très très facilement à cause de ça. Le domaine spectral des rayons non ionisants correspond à toute longueur d'onde supérieure à 91,3 nanomètres, ça c'est vrai, bien retenir. Le domaine visuel infrarouge et UV, proche et lointain, il en fait partie. Donc vraiment, retenez bien ce seuil des rayons non ionisants. En plus, vous en aurez besoin par la suite en UE3 vers la fin du semestre, quand on va faire tout ce qui est échographie et tout, ça va grave vous aider. Parmi les propositions suivantes concernant la spectrométrie optique, laquelle ou lesquelles sont exactes? Alors, je vous ai mis un tableau. Alors, vraiment, un tableau super important à bien bien connaître. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le petit cœur. Euh, Vraiment, prenez du temps dessus parce que les items, ils aiment bien, ils sont bien dessus, quoi. Alors, le nombre d'ondes, grand N, correspond à l'inverse de la longueur d'onde lambda, son unité est le mètre moins 1. Donc, ça, c'est vrai. Longueur d'onde, c'est le mètre moins 1. Hop. Le nombre... Hop, voilà. La fréquence peut s'exprimer en Hertz ou en S-1. Effectivement, on voit bien Hertz ou S-1. Les micro-ondes sont des longueurs d'onde. Les micro-ondes ont des longueurs d'onde grandes et une énergie basse. Alors ça, c'est intéressant. En fait, il faut bien retenir dans votre... Vous voyez, vous faites quand vous apprenez les différentes longueurs d'onde, vous faites une flèche avec vraiment chronologique, on va dire, des longueurs d'onde croissantes, voilà. Et vous voyez bien en fait que dans les extrêmes de ce spectre, donc des deux côtés, les ondes du coup électromagnétiques est beaucoup plus basse, présente de longueurs d'onde plus grandes avec des énergies plus basses. Donc vraiment, plus on a des longueurs d'onde grandes, plus on a moins on a d'énergie. Donc, en fait, les micro-ondes, comme elles ont des longueurs d'onde très grandes, alors elles vont avoir une énergie qui est faible. C'est totalement vrai. Il y a aussi les ondes radioélectriques. Donc retenez l'inverse. La longueur d'onde, elle est inversement proportionnelle à l'énergie. Hyper important. La lumière est constituée de particules indivisibles de masse faible que l'on appelle les photons. C'est sa nature ondulatoire. Alors vraiment complètement faux. La lumière, elle est constituée de particules indivisibles de masse nulle. D'accord? Donc c'est vraiment un photon à une masse nulle. C'est pas des électrons. Et c'est sa nature corpusculaire. Alors, la lumière, on parle pas d'onde, tout ça. C'est vraiment corpusculaire, hein. Attention. La longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence. Donc ça, c'est vrai. D'après la relation de Planck, E égale hv. Donc c'est inversement proportionnel à la fréquence, tout comme inversement proportionnel à l'énergie, que je rappelle tout à l'heure. Alors, je vois dans les discussions, c'est quoi l'état de référence du coup? Alors, l'état de référence, hop, l'état de référence, alors, j'essaie de trouver l'item. Hmm.
il vous a expliqué, est-ce qu'il vous a expliqué l'état de référence que c'était? Parce que moi, je me rappelle du tableau, enfin du graphique où il montrait le schéma avec l'état fondamental qui était vraiment la ligne des abscisses, et après, euh, du coup, enfin, la petite flèche qui montait, et ensuite l'état excité. Mais l'état de référence, il l'avait pas montré sur le graphique. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop j'ai pas trop de réponses. Est-ce que, il y a quelqu'un qui a une idée sur l'état de référence? Est-ce qu'il vous en a parlé en cours? Moi, j'étais pas en cours, mais j'ai vu un graphique où il y avait l'état de référence dessus. D'accord. Et il est en dessous de l'état fondamental? Euh, il était tout en haut, il me Ah, il est semble. tout en haut. Il me semble. Alors, à mon avis, l'état de référence, c'est vraiment euh, la longueur d'onde en fait enregistrée, je pense. Euh, Comme il est tout en haut, bah, logiquement, c'est pas l'état fondamental. L'état fondamental, c'est vraiment le plus bas. Il peut pas augmenter plus, alors que l'état de... Enfin, il peut pas être plus bas. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Je trouve pas l'item. Alors, hmm, alors, hmm. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions, à part l'état fondamental, l'état de référence? Donc, état fondamental, c'est vraiment le niveau d'énergie le plus petit possible. Et c'est à partir de cet état fondamental que l'électron, il va pouvoir enfin, le photon, pardon, il pourra non, l'électron pourra s'exciter. D'accord? Ah, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mhm. Est-ce que ça a été difficile pour vous, ce QCM? Ça Oui, va. ça va. Bon, j'avoue que les premiers cours, c'est vraiment pas facile, surtout que le prof, c'est pas qu'il est méchant, mais c'est qu'il aime bien jouer sur des petits mots. Et du coup, il faut faire attention à chaque petit truc. Les formules, il faut bien les connaître pour savoir qu'est-ce qui est impliqué. D'accord? La pression totale, la pression partielle, la température. Enfin, vraiment, il faut bien retenir ça pour chaque chose. Euh, Faites attention au chapeau, parce que des fois, il parle de telle formule, ou il va dire le premier principe. Donc, c'est dommage de perdre des points dessus. Faites attention aux unités dans les formules. Ça, c'est en nanomètres. Ça, c'est en... vraiment, retenez bien les unités parce que ça aussi, c'est des pièges. Et, euh, et voilà, inversement proportionnel, proportionnel, tout ça aussi, c'est très important. Voilà. Ben, j'espère en tout cas vous avoir éclairé sur le cours euh, et que vous ayez bien compris. En tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est le début. Euh, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Vraiment, on est là pour vous aider. En tout cas, bravo déjà d'avoir fait ce QCM et d'avoir écouté la correction. Je vous souhaite en tout cas bon courage et plein de réussite et ayez beaucoup de persévérance parce que c'est avec la persévérance qu'on gagne. Merci beaucoup, au revoir. Allez, au revoir, bonne Merci, soirée. au revoir. Bonne Au soirée. revoir.